Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous vous proposons ce week-end des destins de souverains dans les meilleurs moments au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors aujourd'hui, Franck Ferrand nous conte l'histoire du roi fou. Bonjour à tous. Oyez, oyez la très belle, très triste, très édifiante histoire du bien-aimé Charles de Valois, qui devait régner sous le nom de Charles le VIe, souverain devenu fou en sa 24e année, la 12e de son règne. On a tendance à faire l'impasse sur ce long règne d'un roi mentalement dérangé. Il faut dire que ce n'est pas une page très glorieuse de notre histoire, en tout cas à première vue, car en vérité vous allez voir que l'attachement des Français à leur roi malade et leur capacité à endurer les pires souffrances, notamment au moment de la défaite d'Azincourt, ont de quoi forcer notre respect. C'est une histoire poignante que je vous propose d'entendre en cette fin de semaine. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il était une fois un tout jeune prince aux cheveux dorés comme les blés. Il n'avait que 12 ans lorsqu'il est monté sur le plus magnifique trône d'Occident, le trône de Saint-Louis. Cela se passait en l'an de grâce 1380 et le petit roi succédait à son père, le grand et bon roi de France Charles V du nom, dit le sage, une succession bien difficile. Car si la couronne du petit Charles VI était évidemment très prestigieuse, son pouvoir en fait était compromis par les derniers feux d'un régime féodal qui donnait beaucoup d'importance aux seigneurs locaux et aux grands barons du royaume. La couronne de France devait alors compter avec ses vassaux très puissants, qu'étaient les oncles du roi, à savoir les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. Les voilà, regardez-les, qui paradent dans leurs beaux atours dorés et fourrés. Il y a bien sûr Jean, duc de Berry, celui qui est entré, qui est devenu très célèbre grâce à son livre d'heures, vous savez, les très riches heures du duc de Berry, qu'on peut voir à Chantilly. Louis, duc d'Anjou, lui va bientôt trépasser, et puis le plus puissant des trois, le duc de Bourgogne, Philippe dit le Hardi. L'avidité de ces oncles ducs contribue à multiplier les impôts qui déjà écrasent un pays riche, c'est certain, mais un pays surexploité. Vous savez, en France, on n'a jamais tellement aimé les impôts, et du reste, on voit se soulever les provinces, des révoltes, des débordements éclatent un peu partout. On connaît la célèbre révolte des Maillotins à Paris, il faudrait parler de la Harel à Rouen, des soulèvements qu'il a fallu mater en Flandre, etc. Et pendant toute la minorité de Charles VI, les grandes affaires sont aux mains de ces princes, de ces oncles qui en vérité gouvernent pour lui. Ainsi, le jour même de ses 21 ans, le jeune souverain décide qu'il est grand temps de mettre bon ordre en son royaume. Désormais, il régnera lui-même, ou en tout cas, il régnera hors de la tutelle de fait, ô combien intéressé de ses oncles. Charles rappelle les fameux marmousets, vous savez, ces grands conseillers, financiers et juristes issus de la bourgeoisie qui ont fait la gloire du règne de son père. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, les tontons font plutôt grise mine. Le seul vrai soutien que pense avoir Charles dans le conseil, c'est celui de son petit frère Louis, duc d'Orléans. Louis a été élevé avec lui, ils ont eu les mêmes maîtres, ils ont souvent partagé les mêmes jeux. Encore à 21 et 18 ans, Charles et Louis continuent de porter exactement les mêmes tenues, comme le feraient deux frères jumeaux. Et comme souvent, la fortune sourit aux audacieux. À quelque temps de cet avènement, il va se produire un événement considérable qui offre au jeune roi Charles un prétexte pour affirmer son autorité. Cet événement, c'est un guet-apens. Un certain baron breton, je n'entre pas trop dans tous les détails, va monter un guet-apens contre l'un des plus hauts représentants du roi, le connétable de France en personne. C'est évidemment à travers ce personnage, le roi, qui est visé. C'est un crime de lèse-majesté et pour Charles, c'est une occasion de montrer sa force. Non pas contre le coupable lui-même, ce serait s'abaisser pour le roi, mais contre son suzerain, contre le prince qui n'a pas manqué d'accueillir, de protéger le coupable et qui se trouve être le duc de Bretagne en personne. Charles VI redresse la tête, il décide de réunir son host, son armée, et de marcher vers l'ouest.
Seulement voilà, messires les ducs, les oncles de Sa Majesté, dont les troupes sont indispensables à une telle campagne évidemment, les deux tontons, puisque Anjou n'est plus là, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ne veulent pas marcher, ils traînent les pieds, ils essaient en vérité de gagner du temps. Le pire pour Charles, c'est que son propre frère Louis fait mine de comprendre les princes. Lui aurait-on promis des terres pour arrondir son petit duché d'Orléans et de l'or pour alourdir son pécule de prince encore assez pauvre? Charles se pose la question. Mon frère serait-il vendu ? Mon frérot me trahirait-il ? Il rumine, Charles. Et il se fait le plus mauvais sang du monde. Et comme il ne trouve personne à qui se confier et qui pourrait le rassurer, ce pauvre jeune souverain solitaire se fait peu à peu à l'idée d'un complot au sein même de son conseil. Et si on allait le livrer au duc de Bretagne ? Et s'il s'était mis lui-même dans la gueule du loup ? En tout cas, le grand frère observe le petit au cours des très longs, des interminables palabres qui se tiennent au Mans pendant cet été brûlant de 1392. Si ça continue comme ça, le duc de Bretagne sera vainqueur sans même avoir eu besoin de combattre. Ce sont des discussions permanentes, je vous l'ai dit, qui n'en finissent plus, et à la fin, le roi exaspéré, excédé, ce pauvre Charles qui se rêvait en héros conquérant, réalise qu'en vérité il n'a pas les moyens de ses ambitions. Il est un monarque sans pouvoir et qui n'a pas du tout les moyens de jouer les glorieux conquérants comme il l'avait imaginé. Il se sent humilié, Charles, probablement à ce moment-là. Il se sent impuissant et entre deux réunions du Conseil, il passe son temps à se faire tirer les tarots dans sa chambre. C'est le tout début des cartes à jouer en France. On s'amuse beaucoup de ces figures animées qui, savamment utilisées, paraissent prédire l'avenir et expliciter toute situation. Ces cartes à jouer sont une invention florentine. Elles ont franchi les monts dans les bagages de la belle-sœur du roi, la femme de Louis d'Orléans, Valentine Visconti. Charles admire sa belle-sœur, il écoute ses oracles avec passion, il accepte de boire les étranges décoctions que la jeune femme, intelligente, ambitieuse, formée au pays des empoisonneurs, ne l'oublions pas, a l'habitude de préparer pour soulager son royal beau-frère de ses angoisses, de ses accès de déprime de plus en plus fréquents. On pourrait même parler d'accès de démence superficielle, passagère. C'était déjà le cas de la mère de Charles, la bonne reine Jeanne. Question, la Visconti aurait-elle drogué le roi, son beau-frère, à l'élébore, pour aggraver son état mental, pour favoriser la fortune du duc d'Orléans, son mari ? Certains chroniqueurs l'ont prétendu, le conteur peut le laisser entendre, l'historien doit rester prudent. Quoi qu'il en soit, le pauvre Charles est bien mal, il est bien nerveux, il est angoissé quand par l'étouffante matinée du 5 août, pour ceux qui prendraient le compte en cours, on est en 1392, en cette étouffante matinée du 5 août, donc il reprend enfin son avancée à la tête de ses armées vers la Bretagne. Il est vêtu tout de noir avec un chaperon écarlate. On est en train de traverser la forêt du Mans, ce qui procure un peu d'ombre et de fraîcheur bienvenue. Seulement, à la lisière, au moment de rejoindre la plaine brûlée de soleil, surgit un véritable monstre. Il vient d'une léproserie voisine et les moignons qui l'arborent sont horribles. Ce personnage, ce pauvre hère, s'adresse directement au roi. « Arrête ici ta course, noble roi, lui dit-il. Ne va pas plus loin car on te trahit. » Évidemment, Charles passe outre, seulement le lépreux, écarté, malmené par les gardes, suit le convoi royal et il va s'égosiller comme ça pendant un quart d'heure et même plus. Charles est de plus en plus nerveux, on le voit soupirer, il a des sueurs froides et soudain, un page laisse tomber une lance qui se fracasse sur l'armure d'un chevalier en faisant un tintement, vous savez, un tintement strident, assez inattendu et tout à fait sinistre. C'est le signe déclencheur. Le roi pique des deux, il se jette sur un homme d'armes de son entourage, il crie « On veut me livrer à mes ennemis !» Une sorte de furie s'est emparée du jeune souverain, les yeux exorbités, l'écume aux lèvres, il se bat maintenant
maintenant contre ceux qui l'entourent. Il joue de la masse et de l'épée, il blesse un premier chevalier, il en pourfend un autre, c'est une mêlée terrible autour de lui. On ne se défend pas vraiment, il est le roi, on peut quand même pas se battre contre le roi, on peut pas le laisser faire n'importe quoi non plus, alors on essaie d'esquiver, de s'échapper. Ce sont des courses-poursuites terribles, une mêlée indescriptible au sein de laquelle le roi, ivre de colère et d'angoisse, va tuer 4 hommes. Finalement, au bout d'une heure tragique, interminable, on parvient tout de même à le maîtriser, à l'attacher pour son bien sur un chariot qui le ramène au Mans. Now Lords for France, extrait de la bande originale d'Henri V, magnifique film de Kenneth Branagh. Imaginez la profonde consternation de cette armée abattue par l'impensable drame qui vient de se jouer à l'orée de la forêt du Mans. Imaginez la consternation d'une foule sonnée par la terrible malédiction qui vient de s'emparer du pauvre roi Charles VI. Le roi est bredin, comme on dit à l'époque, il est folle. La nouvelle ne va pas tarder à faire le tour du royaume. On dit qu'elle stupéfie le port de Marseille dès le 20 août. Vous voyez, ça a demandé 2 semaines pour se répandre jusqu'aux frontières du royaume. Or, ce qui nous fascine à 6 siècles d'écart, c'est la réaction des peuples qui, à cette époque, constituent plus ou moins la France. Dans un seul mouvement, tout le monde va tomber à genoux et supplier Dieu de guérir le roi de sa folie et le royaume de ses maux. Quel mal a donc pu commettre ce pauvre roi pour avoir à expier si durement? C'est le raisonnement de l'époque, c'est la réaction naturelle des peuples de ce temps. On songe naturellement à une malédiction. Alors à la cour, on se charge d'abord de soigner le roi. Les Marmousets sont de bons conseils et l'un d'eux, le sieur de Coucy, conseille aux oncles de Sa Majesté d'avoir recours aux talents exceptionnels d'un médecin réputé très habile pour avoir perfectionné son art dans de lointains voyages jusqu'en Syrie et même, dit-on, jusqu'en Égypte où il aurait été initié à des mystères extrêmement anciens. Ce médecin s'appelle Guillaume de Harsigny et le fait est que, dans un premier temps du moins, il va faire des merveilles. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous retrouvons donc Franck qui nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire du roi fou, le malheureux roi Charles, 6e du nom. Écoutez. Ce roi Charles VI, donc tout jeune, a eu un accès de démence extrêmement grave au cours d'une expédition militaire. On était dans la forêt du Mans, on l'a rapatrié à Paris bien entendu, et les médecins, on l'a installé au château de Creil, les médecins se presse autour de lui. On fait venir donc cet homme très âgé avec sa longue pelisse et sa barbe blanche. Il fait penser une sorte de Merlin des contes. C'est un peu ça. Il s'appelle donc Guillaume de Harsigny. Il réside près de Laon, dans un village où l'on vient le consulter de toute l'Europe. Il est donc mandé auprès du roi par les oncles et les frères de Sa Majesté. Alors, le patient qu'il découvre est très inquiétant. C'est par période, il y a des intermittences. Il arbore toujours une sorte d'air farouche. Ses accès de démence à l'époque sont encore assez fréquents. Alors, maître Guillaume observe le malade, il note ses agissements et puis très vite il va donner ses directives. D'abord, ôter la cage de fer dans laquelle on a tendance à détenir, si je puis dire, le roi pour son bien, l'ôter de sa vue, faire ouvrir les fenêtres, écarter tout ce qui peut ressembler à des rideaux, des courtines, etc. On édifie également en saillie devant la fenêtre du roi un balcon qui va lui permettre d'assister depuis ses fenêtres au jeu de paume. Et puis, ce qui est plus étonnant, c'est que Guillaume de Harsigny entre dans le délire du roi. Il l'approuve dans tout ce qu'il dit. On dirait même qu'il participe à sa folie, comme s'il la comprenait, et peu à peu, la fièvre tombe, les accès de démence s'espacent. Le roi mange ce qu'il aime, on joue pour lui la musique qu'il apprécie, Guillaume a interdit toute contradiction et il faut bien constater que les progrès sont spectaculaires. Une grande confiance, une amitié profonde, voilà les prescriptions que donne Harsigny. Que le roi chasse s'il en a envie, pourquoi pas l'accompagner dans ses chevauchées, et ainsi, nous dit le chroniqueur de l'époque, petit à petit par la grâce de Dieu, le roi retourna en meilleure santé et état.
Si les ducs de Berry et surtout de Bourgogne, et même Orléans, bien entendu, si les familiers du roi avaient espéré l'enfermer à jamais dans sa folie, eh bien le médecin Arsigny a trompé leur attente. Au passage, il faut noter l'incroyable modernité de ces prescriptions. 4 siècles avant Pinel à Bicêtre, Guillaume de Arsigny posait sans le savoir les toutes premières bases de la psychiatrie moderne, de ce qu'on appellerait plus tard une psychiatrie d'empathie et de participation. Hélas, la rémission de Charles ne devait durer que l'espace d'une saison, puisque dans l'hiver suivant, en plein mois de janvier 1393, survient un événement peut-être plus traumatisant encore que l'épisode déjà tragique de la forêt du Mans. Cet épisode sur lequel nous revenons dans un instant, il est entré dans l'histoire sous le nom de bal des Ardents. More Onto the Bridge, un nouvel extrait de la bande originale d'Henri V, le film de Kenneth Branagh. Je suis très heureux d'accueillir une de nos grandes historiennes et qui est la biographe de Charles VI, c'est Françoise Autran qui a consacré au roi fou, si l'on peut dire, on va voir jusqu'où d'ailleurs. Elle lui a consacré un ouvrage, une biographie qui fait référence, mais un grand nombre de textes du reste. Bonjour Françoise Autran. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors, je parle de ce bal des Ardents, on va le raconter dans un instant, mais il faut peut-être faire entrer sur scène, si je puis dire, un personnage que pour l'instant j'ai mis volontairement de côté. C'est l'épouse de Charles VI, c'est la reine Isabeau de Bavière, qu'il avait épousée très jeune, et on peut dire que ça a été un couple idéal pendant les toutes premières années. On avait vraiment affaire au roi et à la reine des contes de fées. Oui, entre Charles et Isabeau, ça a été le coup de foudre. Exactement. Il est arrivé à un âge où les oncles du roi, ces hommes pleins de sagesse, ont estimé qu'il fallait absolument lui donner une femme. Et ils ont eu de la peine à trouver la candidate idéale parce que ils se rendaient quand même bien compte que leur neveu n'était pas très très équilibré. Et alors, en consultant toutes les vieilles comtesses, ils ont découvert cette charmante Élisabeth de Bavière. Ils ont organisé la rencontre, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont organisé la rencontre. Élisabeth est arrivée habillée en costume folklorique. Les dames l'ont aussitôt vêtue en parisienne. Elle était, je crois, fort jolie, d'après les goûts de l'époque. Et au moment de la présentation, qui devait précéder de fort peu le mariage, les oncles étaient très, très inquiets. Mais alors, ça a été le coup de foudre. Et le mariage a eu lieu et apparemment tout s'est... du reste. Très vite, tout de suite. Et tout s'est très bien passé. Comme vous dites, un roi et une reine de contes de fées. Cependant, Isabeau avait quand même quelques problèmes. D'abord, je crois qu'elle a eu un peu de mal à apprendre le français, à s'adapter aux coutumes françaises, et peut-être souffrait-elle de la concurrence de sa charmante belle-sœur Valentine Visconti, qui elle venait avec toutes les grâces de l'Italie, en quelque sorte. Oui, jointe aux grâces françaises, parce qu'elle était bilingue, elle était à cheval sur les deux civilisations, fort intelligente, alors que la pauvre Isabeau ne l'était peut-être pas tout à fait autant. Et il y a eu peut-être un peu de concurrence entre les deux femmes. Ce qui est étrange, vous allez me dire si je fais erreur, mais on a l'impression que le roi Charles VI est très attiré par sa belle-sœur, oui, et qu'en revanche son petit frère Louis d'Orléans sera lui, et on le lui reprochera suffisamment, très attiré par sa belle-sœur aussi, c'est-à-dire par la reine Isabeau. Comme s'il y avait quelque chose comme une histoire croisée entre ces deux couples. Oh, je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense que le duc d'Orléans, ce qu'il voyait dans la reine, c'était un instrument de pouvoir, et leur terrain d'entente n'avait rien à voir avec la frivolité, c'était les impôts. Eh oui. C'était les impôts. Alors je crois que l'entente... Ils étaient aussi cupides l'un que l'autre ? Oh oui, si l'on veut, vous savez. Les impôts, à l'époque, pesaient sans doute lourd sur ceux qui les payaient, mais ensuite, il en arrivait fort peu dans les caisses du royaume. Donc, la cupidité, oui, si l'on veut.
Alors, au moment de la maladie, de la folie du roi Charles, donc là on est plus tard, en 1392, la reine Isabeau est bien sûr désemparée comme tout le monde, bien entendu. On voit le roi aller de mieux en mieux, et pendant l'hiver, elle organise pour une de ses amies très proches un mariage dans son hôtel royal, qui s'appelle l'hôtel Saint-Paul, et il y a des fêtes, bien entendu, des festivités, et le roi décide avec quelques jeunes seigneurs, il ne faut pas oublier que c'est un jeune roi encore, il décide de se déguiser en sauvage, alors on leur colle de la poix sur le corps, toutes sortes d'étoupes, de poils, etc., et on les enchaîne les uns aux autres, c'est-à-dire qu'ils constituent une chaîne humaine très inflammable. Oh oui, très très inflammable. Alors, vous allez, je pense, raconter... Non, mais dites-nous. Alors, je vous laisse le plaisir de le faire. Bon, donc, la soirée commence. Les oncles du roi, qui étaient des messieurs d'un certain âge, sont allés se coucher en laissant ces jeunes fous s'amuser ensemble. Et voilà que la troupe de sauvages arrive et... d'une façon inexplicable et qui a été expliquée par toutes les mauvaises langues, bien entendu, en trouvant des coupables là où il n'y en avait peut-être pas, le feu prend à l'un de ces costumes d'étoupe, ce qui a rien de plus inflammable. Et comme ils sont tous attachés ensemble, eh bien, évidemment, le feu se répand à tous les jeunes gens. Se communique et le roi est dans la chaîne. Heureusement, une dame qui sait qui est le roi parmi tous ces hommes déguisés arrive et avec la longue queue de sa robe, elle enroule le roi. Et ainsi, Charles échappe à l'incendie. Elle a sauvé le corps de Charles, mais elle n'a malheureusement pas sauvé son esprit. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Fortuna, extrait du magnifique Carmina Burana de Karl Orff sur Europe 1. Pendant les presque 30 ans que va durer encore son règne, Charles VI connaîtra des alternances entre des périodes de démence qui peuvent aller assez loin et puis de longues périodes d'accalmie. En tout, il connaîtra près de 40 crises graves et pendant ces crises, alors il est assez difficile à contrôler. Il refuse de se changer, de se laver. Si la crise dure des semaines, parfois même des mois, on voit la vermine commencer à proliférer sur le corps du roi. Ses vêtements sont élimés. Bref, il n'est pas du tout présentable. Il ne peut plus assumer ses fonctions. Ça aura été une sorte de règne interminable avec quelques phases épouvantables et puis de longues périodes d'accalmie. Françoise Autran. Oui, cette maladie du roi, il faut bien comprendre que à l'époque, on ne la voyait absolument pas comme de nos jours. Tout d'abord, pour la description, il y a les crises de violence, mais il y a également de longues crises de prostration. De prostration, c'est ça. Il reste complètement renfermé sur lui-même, il ne communique plus. Et alors, on dit à ce moment-là que le roi est absent. Somme toute, ce n'est pas si mal décrit. Le roi est absent. C'est ça. Et puis, brusquement, il retrouve la santé. Maintenant, du point de vue du roi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a malheureusement la mémoire de ses souffrances. Et lorsqu'il est dans une période d'accalmie, il se rappelle toutes les horribles souffrances qu'il a traversées. Ça, c'est extrêmement important pour comprendre sa psychologie. Bien sûr, ça pèse considérablement sur tout son mental, évidemment. Tout à fait. Et il faut voir également la réaction des Français. Pour eux, la maladie du roi est, en ce qui concerne la personne du roi, avant tout une grande souffrance. Je veux dire par là qu'ils ne le méprisent pas. Ils n'ont pas une admiration totale pour la raison, pour l'efficacité, la compétence. Ils se rendent compte surtout que leur roi souffre. Et il se produit une espèce d'empathie entre le roi et les Français. Il y a d'abord cet aspect-là. Ensuite, il y a la manière dont les Français comprennent, expliquent, cherchent des raisons à cette souffrance du roi, et ils la cherchent bien entendu avec leur mentalité, c'est-à-dire qu'ils estiment que c'est un châtiment du ciel. Mais châtiment du péché de qui ? Péché du roi ? Péché des Français ? Et ils penchent plutôt pour les péchés des Français, et en ce sens, ils estiment que le roi est avant tout une victime,
une victime qui expie leur péché. Et vous voyez tout de suite, c'est l'image du Christ. Une image christique. Le Christ. Vous citez, dans l'ouvrage, vous citez Juvénal des Ursins, le grand chroniqueur du temps. En son temps, écrit Juvénal des Ursins, il fut piteux, doux et bénin à son peuple, servant et aimant Dieu et grand aumônier. Et Pierre de Fénin résume l'opinion des contemporains, nous dites-vous, en disant « Il fut fort aimé de son peuple toute sa vie, et pour ceux le nommait et pour ceux le nommait-on ordinairement Charles le bien-aimé. Il ne deviendra Charles le fou qu'au plus tard au XIXe siècle. Ce sont les chroniqueurs du XIXe qui l'appellent ainsi. Oui, surtout, oui. Au XIVe, il est surtout le roi bien-aimé. Il est cette figure un peu christique dont vous parlez, qui prend sur lui les mots, en quelque sorte, d'une époque dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est particulièrement agitée. Il faut peut-être revenir au contexte de ce règne. On est dans une guerre, quasiment dans une guerre civile, dans une guerre avec l'Angleterre, bien entendu, on est en pleine guerre de 100 ans. Il va y avoir très vite des assassinats des deux côtés, si je puis dire, du côté du duc de Bourgogne et du côté de ce qu'on appelle les Armagnacs, c'est-à-dire le frère Louis d'Orléans, le frère de Charles. Alors, on peut peut-être expliquer qui assassine qui et comment ça se passe. Auparavant, je voudrais quand même vous dire que ce n'est pas tout le règne qui a été catastrophique. Que d'abord, le règne a commencé dans une période qui, malgré les troubles du début que vous avez très justement évoqué, était une période de reconstruction. Et finalement, le début du règne de Charles VI a été pendant 20 ans le terme de ce que je pourrais appeler les 30 glorieuses. Il y a eu vraiment 30 glorieuses. Tout se reconstruisait en France, l'agriculture, le commerce, l'organisation du pouvoir. Et tout s'est rompu en 1405, c'est-à-dire après la mort de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, l'oncle du roi, lorsque désormais... Jean sans peur est devenu le duc de Bourgogne. Jean sans peur est devenu le duc de Bourgogne. Il ne supportait pas Louis d'Orléans qui, il est vrai, avait acquis à la cour une sorte de prééminence, notamment grâce au soutien de la reine Isabeau de Bavière. Et il va le faire assassiner, en tout cas. Oui, mais bien sûr. Mais il y avait surtout que le duc de Bourgogne et le duc d'Orléans représentaient deux modèles politiques. Le duc de Bourgogne, c'était le système des grands duchés, des grandes seigneuries, qui devaient former, en s'unissant autour du roi, une espèce de vaste fédération un peu fragile, pour tout dire. Et encore assez féodale, disons-le. Oui, féodale et fragile. Et tandis que le duc d'Orléans était porté par le courant de la construction de l'État, une construction qui n'allait pas toujours sans une certaine brutalité, une certaine maladresse. Et le choc a commencé en 1405. Auparavant, tout allait bien, vous savez. C'est en 1405 que tout a basculé, parce que c'est le début de la guerre civile, c'est-à-dire pour la première fois, le duc de Bourgogne est arrivé avec son armée à Paris, et le duc d'Orléans a levé une armée pour s'opposer au duc de Bourgogne. C'est véritablement la guerre civile. Et ensuite, évidemment, les Anglais ont profité de la chose. C'était trop facile pour eux. Et en 1413, c'est la renaissance de la guerre de 100 ans. Alors ce duc de Bourgogne, ce Jean sans peur dont on parlait à l'instant, il a laissé un souvenir aux Parisiens, c'est la célèbre tour qui porte son nom bien entendu. Nous nous y rendons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours en compagnie de Françoise Autran, qui est médiéviste reconnue et spécialiste d'histoire politique du Moyen-Âge. Sa biographie de Charles VI est disponible chez Fayard. Franck. Et oui, et nous avons au téléphone quelqu'un qui va nous parler de cette tour que connaissent bien les Parisiens. Elle se trouve dans le quartier des Halles, au nord de Saint-Eustache, exactement 20 rue Étienne Marcel, dans le 2e arrondissement. Et cette tour, elle a été construite par Jean sans peur, assez peu de temps après qu'il avait fait assassiner son cousin, Louis d'Orléans, qui était donc le petit frère du roi, du pauvre roi Charles VI. Nous avons au téléphone Rémi Rivière, qui est le directeur de la tour Jean sans peur. Bonjour Rémi Rivière. Bonjour. Cette tour, c'est un monument devant lequel les Parisiens passent en permanence, parce qu'en plus c'est sur un grand axe de circulation à Paris, sans forcément savoir de quoi il s'agit en vérité. Effectivement, parce qu'elle ne fait que 27 mètres de haut, ce qui fait qu'à notre époque, ça correspond à 8 étages actuels. Oui, c'est comme un grand immeuble, oui.
Oui, grand immeuble, c'est ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est la plus haute tour civile de Paris. Eh oui. Ce qui fait que quand vous rentrez dans Paris à cette époque-là, en 1412, vous voyez dépasser quelques tours d'église, comme les tours de Notre-Dame, quelques tours royales, comme le donjon du Louvre, et derrière Dieu et derrière le roi, le personnage qui veut se montrer le plus, celui qui est au-dessus de tous les grands princes de cette époque, c'est le duc de Bourgogne, Jean. Alors cette tour, évidemment, elle n'a pas poussé là comme un champignon, elle faisait partie de tout un ensemble bourguignon au cœur de Paris. Effectivement, donc le duc de Bourgogne avait un palais qui faisait 1 hectare dans Paris, 200 mètres de long sur 50. L'hôtel de Bourgogne. Oui, c'est immense, une ville dans la ville. Et prenant le pouvoir, après, comme vous l'avez dit, l'assassinat de Louis d'Orléans, quelques années après, il va manifester cette prise de pouvoir par la construction de grands corps de bâtiments. D'après les quelques descriptions, c'était quasiment plus beau que la transformation du Louvre en palais et même le donjon de Vincennes, enfin plus beau en tous les cas, plus élégant. Et pour desservir ce grand corps d'hôtel dont malheureusement il ne reste rien, eh bien la tour d'escalier qui était vraiment la chose la plus magnificente de cette époque-là. Oui, qui dominait de très haut le bâtiment lui-même. Alors quelle était sa fonction à cette tour? Est-ce que c'était d'abord une fonction défensive? Alors non, pas de fonction défensive, parce que quand on visite cette tour, et j'engage tout le monde à la visiter, on s'aperçoit qu'il y a des ouvertures, des grandes ouvertures un peu partout. Oui, elle est très ouverte au vent, si je puis dire. Très ouverte, mais tout le vocabulaire défensif est présent, en particulier les mâchicoulis qui sont là, mais il faut savoir que la moitié de ces mâchicoulis sont faux. Donc on est là dans la décoration défensive. Donc il est en train de dire, vous voyez, j'ai pris le pouvoir, c'est moi le plus fort, mais j'ai même pas besoin de me défendre. Alors c'est un endroit où il va aussi non pas habiter mais éventuellement travailler, puisqu'au dernier étage nous avons l'étude de Jean sans peur, en dessous une salle d'attente avec des endroits extrêmement sophistiqués, très jolis, avec un grand confort, où par exemple nous avons les plus anciennes latrines de Paris qui sont qu'on n'avait pas vues depuis la fin de la Gaule romaine. C'est également une tour qui manifeste la puissance. Oui, c'est une affirmation de puissance, évidemment. Oui, hein, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Plus haute tour civile de Paris qui se voit. Le but est d'impressionner la population et de montrer qui est le maître, en quelque sorte. Qui est le maître et qui est le plus riche également, parce que par exemple, l'emmarchement est taillé dans cette pierre incroyablement dure qui est le liais, qui vaut 100 fois à peu près le prix du moellon normal, et la voûte de la grande vis d'escalier est surplombée d'une voûte végétale, chef-d'œuvre de la sculpture flamboyante française, déjà considérée comme chef-d'œuvre à l'époque. Alors oui, cette tour, elle a été restaurée il y a une vingtaine d'années. On peut la visiter depuis 12 ans, et en ce moment d'ailleurs, s'y tient une exposition sur le vin au Moyen-Âge. Bien sûr, oui. Enfin, tous les ans, nous organisons des expositions sur des thèmes généraux du Moyen-Âge. On essaye de brosser un tableau complet de ce qui se passait au Moyen-Âge. Et effectivement, après avoir traité du lit l'année dernière, nous traitons du vin cette année, et avant d'autres expositions. Eh bien, j'engage nos auditeurs, lorsqu'ils se trouvent dans ce quartier des Halles à Paris, à aller visiter votre tour Jean sans peur. Merci beaucoup, Rémi Rivière. Cette tour se visite du mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h. Jean sans peur ne restera pas indéfiniment impuni pour le crime qu'il avait commis, Françoise Autran. Oui, c'était une personnalité assez perturbée. Il avait été très marqué par la croisade de Nicopolis, qu'il avait faite à la tête d'une armée occidentale et au cours de laquelle les malheureux croisés avaient été battus à plat de couture et lui-même avait été fait prisonnier, et il avait assisté à une scène terrible, c'était celle où devant ses yeux on abattait les prisonniers français qui étaient ses compagnons d'armes. Il avait dû revenir de là assez perturbé. Donc il a quand même ordonné l'assassinat de son cousin, le duc d'Orléans. À la cour de France, ça ne se faisait pas. Oui, ça ne faisait pas partie quand même des coutumes. Non, on n'est pas en Russie. On n'est pas en Russie. On était chez des gens civilisés. Ça ne se faisait pas. Ou en Turquie. Mais cela avait suscité chez les partisans du duc d'Orléans une terrible rancune qui a été aggravée en 1418 lorsque les Bourguignons sont entrés à Paris, se sont livrés à d'odieux massacres, en particulier le massacre avec profanation du cadavre du comte d'Armagnac.
Alors, on n'aura pas le temps, Françoise Autran, d'aller trop loin, mais vous reviendrez, parce qu'on a tellement de choses à dire sur cette époque bouillonnante, extraordinaire. Cette guerre civile, bien sûr, fait le jeu des Anglais. Et le roi Henri V d'Angleterre, c'est la pièce de Shakespeare dont je parlais tout à l'heure, va profiter de la situation pour envahir la France, vaincre les armées françaises à Azincourt. Quelques archers qui viennent à bout de toute la chevalerie française, c'est un de ces fameux désastres du Moyen-Âge, la bataille d'Azincourt, on est là en 1415, et 5 ans plus tard, c'est ce qu'on a appelé le honteux traité de Troyes. Pourquoi honteux ? Parce qu'il transmettait la souveraineté au roi d'Angleterre, en fait. Oui, parce que le roi d'Angleterre avait entrepris d'abord la conquête de la France, ce que jamais les rois d'Angleterre n'avaient fait, et ensuite il a voulu obtenir la couronne, et il l'a obtenu d'une manière un petit peu compliquée, c'est-à-dire que Charles VI a banni son fils, le futur Charles VII, lui a retiré son titre de dauphin et son apanage, et a décidé que désormais son héritier serait Henri V, qui épousait Catherine de France, la dernière fille de Charles VI et d'Isabeau. Et c'est cela que l'on a appelé le honteux traité de Troyes, qui effectivement n'était pas vraiment viable. Et l'ironie de l'histoire a voulu que finalement Henri V meure juste avant Charles VI, et que ce soit son fils, le tout petit Henri VI, qui soit devenu roi d'Angleterre et de France. Les souverains britanniques ont porté jusqu'en 1802 ce titre de roi d'Angleterre et de France, même si évidemment on sait que dans les faits, ils n'exerçaient plus leur souveraineté sur la France. Françoise Autran, il y aurait encore énormément de choses à dire sur cette époque passionnante et sur ce personnage de Charles VI, dont vous nous avez bien fait comprendre qu'il a été en tout cas très aimé des Français, et que lui-même, bien conscient du mal qui a détruit ces 30 dernières années, et même même plus que ça, ces 30 dernières années, on peut dire ça, lui-même en éprouvait une terrible culpabilité, bien entendu. Merci beaucoup, Françoise Autran. Je rappelle que votre biographie de Charles VI fait partie des grandes biographies Fayard.